Bienvenue sur ma chaîne. Du coup, on va parler aujourd'hui de Nicolas Framont et de son bouquin Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail. Donc, grosso modo, c'est quoi ce bouquin, de quoi il parle? Le sujet global, moi, si je devais le résumer en quelques mots, je dirais que l'ambiance, c'est ok, les conditions de travail, on a des syndicats, on a des choses qui sont en place, mais on se rend compte que ça évolue pas des masses. Et que bah en fait il n'y a pas eu d'avancée sociale depuis une éternité, au contraire il n'y a même que des reculs depuis les années 80 quasiment. Bon alors c'est un peu exagéré de le dire comme ça, mais il y a un peu ce constat de se dire ok, mais comment ça se fait qu'on ne gagne pas grand chose ni rien. Il y a un grand impensé à gauche, que ce soit en politique ou dans les syndicats, qui est les conditions de travail. Qui sont les conditions de travail? C'est de savoir se dire bah ok, on parle de la paye, ok, on parle du nombre d'heures. Par contre, bah, le fait que j'ai pas au chapitre sur comment est organisée ma boîte, comment sont prises les décisions, est-ce que j'ai un chef, une chef qui est toujours sur mon dos, qui me pourrit la vie, est-ce que l'organisation, c'est vraiment ça qu'il faut? Et c'est vraiment le sujet qui est un peu mis de côté. Je pense que dans un premier temps, je vais essayer de vous le résumer, mais de manière assez précise. Comme oui, il y a un paquet de citations. J'arrive pas à trouver le caméra. Hop. Il y a un paquet de citations que je vous lirai et résumer plutôt dans le détail. Donc d'un truc justement parce que j'avais envie effectivement d'être le moins subjectif possible, on va dire. Il développe ce truc en disant il y a aussi un truc de ouais, les gauchistes. Bah vous êtes cool, mais en fait avec votre jargon, avec vos organisations, vos sigles et tout ça, on comprend rien de ce que vous racontez et franchement ça donne pas toujours envie d'être dans vos bails. Vous ne détestez pas le lundi. En France comme ailleurs, le mal-être au travail s'amplifie. Les travailleurs expriment leur mécontentement face à l'organisation, à l'utilité perçue et à la reconnaissance hiérarchique de leur entreprise. Tous les secteurs, y compris associatifs et services publics, sont désormais contaminés par des formes de management absurdes et violentes qui font redouter le lundi matin. La réponse de ce désenchantement, le patronat et le gouvernement optent pour l'indignation et la contrainte. Plus d'arrêt maladie, imposons des jours de carence. Les démissions se multiplient, coupons les allocations au chômage. Cette souffrance conduit à une mise au travail forcée. Vous ne détestez pas le lundi est une invitation à se libérer des mythes du travail, présentéisme, mérite, psychologisation de la souffrance. Ce manuel de développement collectif propose une nouvelle culture de la révolte, capable de légitimer et de soulager les souffrances individuelles en faveur d'une insurrection globale ancrée dans le réel. Nicolas Framont est rédacteur en chef du magazine Frustration. Sociologue de formation, il est l'auteur de Parasite, disponible aux éditions Les Liens qui libèrent. L'introduction, on pourrait tellement faire mieux. Donc, dans un premier temps, ce qu'il dit, c'est il raconte son expérience de travail pour situer sa parole, savoir d'où il vient, savoir ce que c'est son expérience et c'est quoi sa légitimité à parler du sujet. Grosso modo, il explique que lui, il a grandi dans une famille qui tenait un petit magasin d'art, un truc un peu indépendant, mais de ce que j'en ai compris, moi, quand je lis le bouquin, c'est genre, c'est l'équivalent d'un Art 2000, mais justement pas un truc franchisé, pas une grosse boîte, pas une petite, mais juste un truc indépendant. Donc il y a ce truc de, il a grandi dans une famille de gens qui possèdent un magasin, donc ont un peu une perception du travail à travers de genre bah nous on est des patrons, mais en même temps c'est des gens qui bossent directement quoi. C'est pas des gens qui sont actionnaires et qui récupèrent des dividendes sans faire grand chose. Suite à ça, lui ce qu'il fait c'est qu'il enchaîne des petits boulots un peu random. Donc j'ai noté notamment, il dit qu'il fait vendeur de chaussures, qui fait prestataire d'enquête sociale en HLM. Il est enseignant en université, mais il est pas titulaire à ce moment-là. Et puis à la suite il est collab dans un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de gauche.
Ce que c'est grosso modo, c'est les gens qui font le boulot pour que les députés puissent avoir l'air de tout savoir sur tous les sujets, parce qu'en fait ils peuvent pas avoir le temps de se former sur tous les sujets, d'être au courant de tous les chiffres et de passer dans tous les médias pour avoir des discours et porter des choses, etc. Donc c'est un peu les petites mains derrière. Dans chacune des expériences, y a un truc qui apparaît, c'est on est dominé par un ou une chef et il y a ce qu'on appelle l'angle alpha en fait. L'angle alpha, c'est grosso modo dans une direction, c'est ce que mon entreprise elle veut, et dans l'autre direction, c'est ce que moi je veux. Et l'angle alpha, c'est un peu la différence entre ce que moi je veux et mon entreprise elle veut. C'est l'angle masculin. C'est le chef de tous les angles, effectivement. Les angles bêta, le vénère, etc. Mais bon, que voulez-vous, l'angle alpha, c'est comme l'alpha des mascus, c'est pas un truc qu'on kiffe, quoi. C'est effectivement le moment où tu vois que tes intérêts, c'est vraiment pas ceux de ta boîte, c'est vraiment pas ceux de ton patron, quoi. Non, mais c'est bien que t'aies ton bac plus 3 en marxisme. Au moins, tu vas pouvoir me corriger quand je dis des conneries. Parce que je vais en dire, je vous préviens, je vais dire des conneries. Et ce sera votre travail de m'empêcher de dire trop de conneries. Sur les sujets marxistes, ça va, on vous pardonne facilement. Si vous dites une dinguerie raciste ou sexiste, souvent les gens ils vous regardent un peu de travers en mode « Oh là !» Et je pense que c'est ok de pas savoir. Mais il faut, à condition de vouloir avancer quoi, dans la bonne direction, quoi. Bon, du coup, je reviens à ma citation. Il n'y a pas un de ces emplois où je n'ai partagé avec mes semblables l'idée que l'on pourrait décidément faire mieux, travailler mieux, dans de meilleures conditions, penser plus en moins. Mais aussi travailler de façon plus belle, en faisant des choses réellement utiles, sans être esclave de procédures absurdes et de réunions à rallonge destinées à flatter l'ego de quelques chefs. Cette frustration intense, celle d'avoir de l'or dans les mains, entre parenthèses, des compétences, des savoir-faire, de la bonne entente collective, etc., et ne rien pouvoir en faire de beau et de juste. Je l'ai ressenti partout, et je l'entends encore dans tous les secteurs de la société. Et il y a toujours ce truc de... y a les gens qui décident, les gens qui font, et les gens qui décident, des fois ils sont hors sol, des fois ils sont juste... je sais pas, des fois ils sont... Il y a juste une volonté d'asseoir un pouvoir, etc. Et donc on se retrouve avec des trucs un peu absurdes, quoi, des modes de travail où tu te dis, attends, mais qui a pensé ça, pourquoi on fait ça, ça n'a aucun sens, quoi. Je suis fonctionnaire et dans la culture et pourtant tu dis des trucs qui me donnent pas envie d'y retourner demain. Bah ouais, mais c'est pour ça, et en vrai il en parle, c'est que... il en parle, c'est que ça se limite pas du tout aux entreprises privées en fait. Probablement parce qu'on libérise la fonction publique, effectivement. Mais même pas ça, même pas que ça. Un truc qui revient souvent sur ce sujet, c'est le New Public Management, et qui est, sans même libéraliser la fonction publique, on approche le public comme une entreprise, quoi. Et ce qui n'a juste aucun sens en fait. Et après ça, il raconte que lui, pour fuir cette espèce de domination entretenu par ses supérieurs, il se lance dans d'autres métiers. Donc il parle d'être freelance, pendant un moment il est freelance, pendant un moment il fait de l'agriculture, et pendant un moment il est formateur et sociologue dans le cadre du travail, où genre il fait des formations pour des CSE. Et dans ce cadre-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rencontre pas mal de gens, et il se rend compte que, aux surprises, en fait, on a tous les mêmes putains de problèmes. On a tous un ou une boss qui nous emmerde, on a tous un truc de... même quand on a envie de travailler, on a l'impression qu'on est bloqué, et c'est naze, quoi. À ce sujet-là, il nous dit... Dans le cadre de ce métier de sociologue du travail indépendant, j'ai visité en 5 ans près d'une cinquantaine d'entreprises de taille et de secteurs extrêmement variés, de la société d'autoroute à l'usine de robinetterie, en passant par la grande tour du CAC 40 ou l'association médico-sociale. Pareil. À l'issue des centaines d'entretiens que j'ai effectués dans ces entreprises, j'ai été frappé par la récurrence des situations, mais aussi par le fait que chacune avait l'impression de subir des choses rares, voire exceptionnelles et isolées.
alors que je retrouvais le mois suivant, dans un tout autre contexte, des faits similaires. J'ai été touché par la détresse, par les pleurs, par les sentiments de solitude et d'impuissance qui règnent dans certaines entreprises. J'ai été attristé par la résignation qui s'est parfois installée depuis 10 ans dans un collectif de travail dont les membres ne savent même plus pourquoi ils se lèvent le matin. J'ai été parfois désespéré, tout comme mes collègues, de constater à quel point le nombre de syndicalistes finissait par considérer la violence et la maltraitance au travail comme une donnée immuable avec laquelle il fallait composer. Bah en fait, on est comme résigné face à ça, quoi, je veux dire... En fait, c'est tellement courant, quoi, il y a un truc de... Vous allez voir quelqu'un et vous dire « Ah putain, c'est dur, mon boss, ma boss m'emmerde, ça me mine le moral et tout », et on va regarder les 3 quarts du temps en vous disant « Bah ouais !» Bah ouais, c'est son boulot. et en fait, il n'y a plus grand monde qui porte ça, quoi. Et ouais, du coup, c'est un peu là-dessus qu'il veut mettre lui le focus, quoi. C'est que en fait, il y a un sujet qui a été un peu abandonné. Et donc c'est ce qu'il dit, quoi. Il y a le sujet délaissé, donc qui dit que il y a pas mal de choses à gauche, notamment dans les partis et les syndicats, qui sont mis en avant et qui permettent de comprendre le monde un peu différemment, quoi. Et typiquement, souvent les sujets qui reviennent, c'est temps de travail, rémunération, mais il n'y a pas grand monde qui vient remettre en cause ces conditions-là, quoi. C'est un peu con, quoi. On a mis ça de côté et en fait c'est un sujet vachement important. Et donc à ce sujet-là, il dit: la question du comment, celle des conditions de travail, ne fait plus l'objet d'une forte prise en main par la gauche et les organisations représentantes des travailleurs et travailleuses. Si la transformation du travail a bien été au programme de la gauche et des syndicats pendant toute une partie du XXe siècle, avec des projets aussi ambitieux que l'autogestion et la coopération, cette question intéresse désormais quasi uniquement les directions d'entreprise qui cherchent à combattre la déprime et le désengagement de leurs salariés en créant des dispositifs plus attractifs. Mais puisqu'elles ne peuvent remettre en question l'exploitation à la racine du mécontentement, mais essentielle à leur fonctionnement, au sein d'un univers capitaliste, elles se contentent d'évolutions cosmétiques. Il est donc grand temps de reprendre ce chantier et la transformation du travail par sa libération. La question du travail n'est pas un thème isolé du reste des grandes questions de société qui nous animent. En effet, on sait aujourd'hui que notre niveau de frustration et de souffrance au travail influence entre autres choses notre perception du monde social et notre désir de nous y investir. Le chercheur Thomas Coutreau a récemment démontré le lien entre faible autonomie au travail et abstention électorale. Le fait de subir au travail un très fort lien de subordination crée un désengagement politique fort. Il existe aussi une corrélation entre l'impossibilité de parler de son travail, entre parenthèses, avec ses collègues pendant des réunions, et le fait de glisser un bulletin Rassemblement National dans l'urne. La proportion très importante d'ouvriers, ouvrières et d'employés qui votent Rassemblement National bénéficie d'un nouvel éclairage si l'on prend en considération les conditions de travail, l'isolement, la subordination de ces catégories professionnelles. Nous passons une grande partie de nos vies au travail et la profession que nous exerçons nous définit vis-à-vis de la société et définit en retour le rapport que nous entretenons à son égard. Il me semble que la frustration au travail entrave nos liens avec nos semblables. Or, partout où l'on exerce ses compétences en coordination avec celles des autres, où l'on s'entraide, où l'on crée quelque chose, entre parenthèses un service, un objet, une œuvre d'art, etc., on ressent la joie et la force du collectif. L'anthropologue David Graeber va jusqu'à dire qu'à chaque fois que l'on travaille ensemble, on vit une expérience communiste. La plupart du temps, on n'attend rien en retour d'un coup de main. Des conditions de travail dégradées nous privent de cette expérience et de la joie qui en découle. J'entends souvent dire, face à la montée du vote d'extrême droite, qu'il faudrait recréer du lien entre les individus et les sortir de leurs écrans, de leurs maisons individuelles et de leurs voitures. Mais qui parle de la solitude que le travail contemporain crée et qui modèle en grande partie notre perception du genre humain. Et ça, moi, je trouve ça super intéressant parce que, alors après, ça peut pas être le seul angle par lequel on voit les choses, quoi. Le travail, pour la plupart des gens, c'est 8 heures de leur journée, 5 jours par semaine, donc en fait, c'est pas la plus grande partie, mais pas loin de leur temps éveillé, quoi.
Donc bah ouais, évidemment que ça a un impact sur la manière dont on perçoit les choses, la politique, la société, etc. quoi. On continue donc avec un premier chapitre où l'approche historique de comment s'organise le travail dans la société, qu'est-ce que c'est devenu, d'où ça vient, etc. quoi. Donc il commence à l'Antiquité en disant dans l'Antiquité qui travaille n'est rien. Donc il y a vraiment un truc de le travail, c'est pas quelque chose de valorisant, mais quelque chose de dégradant. Le travail, c'est pour les esclaves, c'est pour les étrangers, mais c'est pas du tout valorisant, quoi. Et donc les travailleurs et travailleuses sont considérés comme des marchandises à l'époque, quoi. Genre bon bah voilà, on passe à la suite et on va parler du Moyen-Âge, quoi. Au Moyen-Âge, le seigneur prélève mais ne micromanage pas. Et donc il y a vraiment ce truc de au Moyen-Âge, en tout cas ce qu'il décrit, c'est que en fait la plupart des gens sont juste paysans ou paysannes et dans la paysannerie, ce qui se passe à l'époque, c'est que on leur dit on va vous prendre telle quantité de choses, mais après vous démerdez, vous faites votre taf. Ce qui est à double tranchant, hein, ça veut pas dire que c'était mieux avant, mais clairement pas. Mais il y a un truc de genre t'es paysan et tu choisis comment t'organises ton taf, quoi. Parallèlement à la paysannerie, et de façon nettement plus minoritaire, se développe le groupe des artisans-artisanes, puis celui des marchands-marchandes. Le premier groupe est situé dans les villes et produit des biens manufacturés vendus au reste de la population. Et elles ne sont pas organisées selon le principe de la libre entreprise actuellement en vigueur. Des associations existent par métier et organisent l'apprentissage, les règles de fonctionnement, les conditions de travail et la transmission des ateliers. Ces associations s'appellent guildes ou corporations. Elles ne sont pas organisées uniquement selon des règles de propriété privée, n'importe qui ne peut pas débarquer avec ses capitaux et ouvrir sa boucherie. Il faut suivre un parcours de formation et s'intégrer dans un groupe régi par des règles strictes avec des rituels, son saint patron, etc. La hiérarchie au travail est donc basée sur ces règles qui varient d'un métier à l'autre, de telle sorte qu'il est difficile de résumer leur fonctionnement global. Mais on peut toutefois affirmer que, dans le système corporatif, l'expérience joue un grand rôle. Le chef, on dit plutôt maître, l'est parce qu'il est reconnu pour sa compétence et son expérience. On peut aussi imaginer qu'au-delà de ces critères objectifs, la capacité à mener sa barque au sein de ces règles complexes devait certainement permettre à quelques ambitieux de parvenir. C'est la bourgeoisie qui arrive, toc toc toc. Bah ouais, il y a un peu de ça, mais en même temps pas vraiment, tu vois, c'est parce que ce qu'il décrit c'est que justement il n'y a pas ce truc de le pouvoir de l'argent, je me pointe, vas-y c'est moi le chef. T'es pas si déconnecté du travail que ça, il y a un truc de... Tu peux pas juste dire j'ouvre ça et les gens travaillent et ça me fait des sous, quoi. C'est t'es obligé d'être de travailler dans ton truc. De la Renaissance à la Révolution française, le capitalisme émerge, ses petits chefs aussi. L'essor du capitalisme, c'est dû à l'importance que prend le commerce. Dessert du Moyen-Âge naquirent les bourgeois des premières agglomérations urbaines. De cette population municipale sortirent les premiers éléments de la bourgeoisie. La découverte de l'Amérique, la circumnavigation de l'Afrique offrirent à la bourgeoisie naissante un nouveau champ d'action. Les marchés des Indes orientales et de la Chine, la colonisation de l'Amérique, le commerce colonial, la multiplication des moyens d'échange et, en général, des marchandises donnèrent un essor jusqu'alors inconnu au négoce, à la navigation, à l'industrie, et assurèrent en conséquence un développement rapide de l'élément révolutionnaire de la société féodale en dissolution. Souvent on parle d'intersectionnalité pour dire et je suis peut-être pas pointu sur la définition, mais en tout cas moi la manière dont je conçois les choses, c'est que c'est pas de dire d'accord t'es un prolétaire, donc genre t'es exploité par ton patron et tu vis que ce que tu gagnes en travaillant, mais le prolétaire noir il subit ça plus le racisme. C'est pas juste dire les oppressions se cumulent. C'est dire qu'en fait, les oppressions, elles sont entremêlées. C'est-à-dire que le capitalisme tel qu'on le connaît, il n'existerait pas sans le racisme qui est dû au colonialisme. Et en fait, s'attaquer au racisme, c'est aussi un moyen de s'attaquer au capitalisme. C'est aussi de la même manière, quoi. Attaquer le patriarcat, c'est aussi une manière de s'attaquer au capitalisme. Parce que le capitalisme, il tient sur des choses qui sont un peu éclatées, de se dire que c'est pas grave, on peut faire bosser les hommes jusqu'à telle heure parce que les femmes elles sont censées rester à la maison, s'occuper des enfants et faire le ménage.
Et puis petit à petit, on a donné le droit aux femmes de travailler. Enfin, c'est pas aussi simple, hein, je caricature, mais on n'a pas enlevé l'idée que c'est quand même les femmes qui vont gérer le travail domestique, quoi. L'intersectionnalité, c'est pas on compte les trucs où on est dominant, les trucs où on est dominé, et ça nous donne un échelon, quoi. C'est pas la question, quoi. Ce qui fait décoller le capitalisme, en l'occurrence, c'est vraiment le colonialisme. Mais donc, le fait de pouvoir traiter à nouveau les êtres humains comme des marchandises, alors pas tous les êtres humains, mais grâce au racisme et le colonialisme, traiter une grande partie d'êtres humains comme des marchandises, d'un coup, on peut produire vachement plus, quoi, c'est super. Et c'est un truc qu'on entend dans le domaine militant, quoi, mais les colonies, c'est le laboratoire du capitalisme. Ok, on a vérifié que ça marchait bien sur les gens des Outre-mer et des territoires colonisés, assumés comme tels ou pas. Bon, maintenant, on n'assume plus grand-chose là-dessus. Dans un premier temps, ça se passe loin, ça se passe sur des gens différents qui n'ont pas la même vie. Et encore une fois, le racisme, il joue son rôle, quoi, où on se sent un peu pas concerné par le sujet, et on s'habitue à cette idée-là, et d'un coup, on voit ça dans notre rue, et on se dit, ouais, mais ça marchait là-bas, ça peut marcher ici, quoi. Et il y a ce glissement, quoi, de toute l'Europe occidentale qui s'industrialise, et tout ça se passe parce qu'on a exploité suffisamment les pays du Sud et leur population, parce que c'est pas juste une question de piller des ressources, c'est aussi une question du commerce triangulaire, quoi, d'aller acheter des esclaves à des gens et de les mettre au travail ailleurs pour qu'ils fassent avancer nos pays occidentaux, quoi. L'enclosure et la fin de la coopération dans le monde agricole. Donc en fait, c'est d'un côté, il parle de l'évolution artisanat et commerçant, donc ce qui devient la bourgeoisie, et de l'autre côté, il parle de comment évoluent les choses dans le monde paysan, quoi. L'enclosure, grosso modo, c'est un mouvement dans l'histoire où en fait les gens commencent, au lieu de dire nous on est les paysans de tel village et voilà les terres, les gens commencent à dire on va mettre des petites barrières et des petits murets, et on va dire ça c'est mon champ, ça c'est ton champ. Et en fait on passe d'un système de travail où tout le monde bosse ensemble en disant c'est les champs du village, on bosse dessus, etc. à ça c'est mon truc, ça c'est son truc, chacun sa merde, quoi. Et aussi potentiellement de la même manière avoir des gens qui sont ça c'est mon truc, viens bosser dessus, je te paye, mais c'est moi qui récupère les bénéfices, quoi. Le mouvement d'enclosure représente à la fois la fin de l'idée de gestion collective des espaces agricoles, mais aussi la fin du travail autonome pour des pans entiers de la population. Travailler pour soi et ses proches ne suffit plus, il faut travailler pour un employeur. Cette conversion violente de la population au capitalisme ne s'est pas faite sans résistance. Des grands mouvements de protestation terrifient les pouvoirs locaux, mais ils sont réprimés dans le sang. L'historienne Silvia Federici documente ces mouvements de protestation souvent menés par des femmes. Les femmes furent aussi plus touchées par les enclosures. Aussitôt que la terre fut privatisée et que les rapports monétaires commencèrent à dominer la vie économique, elles eurent plus de difficultés que les hommes à subvenir à leurs besoins. Ce ne furent pas les travailleurs, hommes ou femmes, qui furent libérés par la privatisation de la terre. Ce qui fut libéré fut le capital, puisque la terre était alors libre de fonctionner comme un moyen d'accumulation et d'exploitation, et non plus comme un moyen de subsistance. Libérés furent les propriétaires qui pouvaient alors se décharger sur les travailleurs de la majeure partie de coûts de leur production, en leur donnant accès à certains moyens de subsistance uniquement lorsqu'ils occupaient directement un emploi, lorsqu'il n'y avait pas de travail disponible ou qu'il n'était pas suffisamment profitable. Comme au cours des crises commerciales ou agricoles, les travailleurs pouvaient au contraire être mis à la porte et abandonnés à la famine. Plusieurs effets pervers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui possèdent pour en tirer du profit, ils n'ont plus vraiment besoin de mettre la main à la pâte comme tout le monde, leur travail c'est de posséder. On sort de ce truc où tout le monde est dans la même merde, et s'il n'y a pas de récolte cette année, tout le monde se serre un peu la ceinture. On passe à un truc où t'as pas de travail, c'est ton problème. Si t'as pas de travail, c'est dommage, c'est dommage pour toi. Va falloir que tu trouves une solution pour manger. Et puis
peut-être qu'il y a encore de la solidarité, enfin j'imagine qu'il y a encore des modes de solidarité qui existent d'une manière ou d'une autre, quoi. Mais ça individualise les gens et ils sont un peu tous un peu plus refermés sur leurs besoins à eux. Et le troisième truc, si moi je suis employé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est employeur et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me dit quoi faire. Et ça veut dire que y a un rapport de domination, il y a un rapport d'exploitation parce que on génère de l'argent sur mon travail pour rémunérer l'employeur. Il y a aussi ce truc de maintenant chacun pour sa gueule entre guillemets, dans le sens où t'as un travail, t'as pas de travail, et donc il explique qu'il y a la naissance de la culture de réprimer l'oisiveté, quoi, de dire les gens qui travaillent pas, ils contribuent pas à la société, on les aime pas, ils sont plus propices à commettre des crimes parce qu'ils ont besoin de voler pour manger, j'en sais rien, peu importe quoi. Mais il y a vraiment ce truc de marginalisation des personnes privées d'emploi, quoi. La révolution industrielle ou l'âge d'or des contremaîtres. L'apogée de ce truc-là où vont commencer à naître des... Bon, il y avait déjà des luttes avant, mais il y a vraiment un truc dont on arrive à un summum incroyable d'oppression au travail, quoi. Donc il dit, le progressisme qui vient avec la révolution française, c'est que les gens ils disent ok, on fait la révolution, trop bien, du coup venez, nous on veut des salaires. Et il y a le peuple qui veut des salaires et il y a des gens qui disent d'accord, mais c'est une révolution bourgeoise quand même, abusez pas. Et donc on va peut-être pas donner trop de salaire, quoi. Et donc il parle de la loi Chapelier. Il doit sans doute être permis à tous les citoyens de s'assembler, mais il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. Il faut donc remonter au principe que c'est aux conventions libres d'individu à individu de fixer la journée de chaque ouvrier. Cette déclaration résume parfaitement l'idéologie bourgeoise du travail salarié telle qu'elle est encore en vigueur de nos jours. Il y aurait d'un côté un intérêt général abstrait et de l'autre un intérêt particulier de chaque individu. De dire les corporations c'est fini. Et d'une certaine manière on se dit ouais ok, on peut pas dire qu'il y ait... Enfin, je veux dire maintenant quand on parle de corporatisme on sent qu'il y a un truc qui pue, quoi. On regarde... Il y a quand même un truc de les profs ils se bougent pour les profs, les médecins ils se bougent pour les médecins et les cheminots ils se bougent pour les cheminots. C'est un peu caricatural, mais il y a un peu un truc de le corporatisme ça nous aide pas à avancer à certains niveaux, quoi. Et d'un autre côté il y a vraiment une volonté de dire il n'y a pas de... C'est un peu le truc de Thatcher, quoi. Il n'y a pas de société, quoi. Il n'y a que des individus. C'est genre il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu, quoi. Non, vous organisez pas entre vous, hein. Franchement, pas bonne idée, hein. Non. Et le dernier truc, c'est il faut donc remonter au principe que c'est aux conventions libres d'individu à individu de fixer la journée pour chaque ouvrier. Et c'est genre, ouais, c'est une négociation, quoi. Quand tu vas vendre ton temps de travail, ouais, c'est une négociation d'individu à individu. Je veux dire, à égalité, quoi. Quand toi tu vas voir ton patron et pour lui dire je voudrais une augmente et que lui dit non, ouais, c'est à égalité, quoi. C'est genre on met tout de côté, on cache un peu le truc en disant non mais vous inquiétez pas, quoi, il n'y a pas de domination du patron sur l'employé, il n'y a pas quelqu'un qui choisit de dire t'as un travail, t'as pas de travail, t'as un revenu, t'as pas de revenu, et l'autre qui est un peu en galère là-dessus. Alors que à l'inverse, si on parle de collectif, c'est plus la même. Si on parle de collectif, on se dit t'as toute la boîte qui va voir le patron et qui dit maintenant on augmente les salaires, et le patron il dit non, et les gens ils disent on arrête de bosser, et d'un coup rapport de force c'est plus le même, quoi. Il y a vraiment un truc de non mais les gueux là, vous avez fait la révolution pour les bourgeois, c'est très bien, maintenant reprenez votre place, quoi. On a viré les nobles et un petit peu le clergé. Mais
bon, faudrait pas non plus qu'on soit sur un pied d'égalité, quoi. Et suite à ça, du coup, il y a un peu un pic de genre, bon, bah là, vous êtes allé un peu loin, et il y a des débuts de contestation, quoi. Il y a des débuts de classe ouvrière qui se révoltent, de ce genre de choses, quoi. Et donc, au XXe siècle, la contestation des chefs se heurte à l'intransigeance patronale. Il y a deux grands trucs qui vont main dans la main, hein. Il y a le Fordisme et le Taylorisme. On va créer l'organisation scientifique du travail, et on va se dire que c'est quand même plus pratique, plutôt que d'avoir un mec qui construit une voiture, d'avoir des gens qui bossent à la chaîne, et comme ça, bah, ça produit plus vite. Alors... ok, c'est un fait, ça produit plus vite, mais ça fait pas mal de choses en fait. C'est que ça empêche aux travailleurs d'avoir... Enfin, ça les surspécialise, c'est-à-dire que quand t'es à un poste très spécifique, bah t'as besoin de... Si jamais tu changes de boîte, t'as besoin de retrouver ce même poste très spécifique. Bah les gens sont très spécialisés et du coup, bah, ils sont plus coincés dans la place qu'on leur laisse et la place qu'on leur donne. Et il n'est pas vraiment question de... comme les gens sont coincés, c'est plus facile de les mettre dos au mur, quoi. Ça, c'est le taylorisme. Et le Fordisme, c'est l'idée que, venez, on fait le taylorisme, mais on va faire un truc vraiment cool pour s'assurer que tout le monde reste bien à sa place. C'est qu'on va faire une police interne. Donc on va engager des gens... pour être des flics, quoi, qui vont foutre la pression aux employés, quoi. Et donc il y a un truc de la police interne de Ford. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche les ouvriers qui sont sensibles aux arguments des syndicats et elle les fout dehors. Comme ça, bah, on empêche les syndicats de se former et bah, il n'y a pas de contestation sociale. Et ce truc-là, il vient assez naturellement, entre guillemets, parce que faut maintenir en place un système qui est violent, quoi. Et donc, il y a un truc de... le taylorisme, ça crée vraiment une aliénation au travail. Grosso modo, c'est je deviens étranger à moi-même, qui crée évidemment de la souffrance, quoi. Et donc là-dessus, c'est gestes répétitifs, tâches abrutissantes, suppression du lien entre ouvrier, ouvrière et le produit qui le produit. Et c'est la dépossession de l'individu, je dirais même de lui-même en fait. Quand tu vends ton temps de travail, tu vends pas que ton temps de travail, tu vends ton cerveau, tu vends ta santé, tu vends... Et c'est à durée limitée, effectivement, c'est encadré par un contrat, tout ce que tu veux, mais ça a des impacts, quoi. Je veux dire, il y a des maladies qui se créent à cause du travail spécifiquement, etc. Donc c'est pas anodin, quoi. L'aliénation des travailleurs par leur travail, elle est d'autant plus forte à ce moment-là, parce que geste répétitif, c'est un truc qui commence à être relativement connu maintenant, mais faire des gestes répétitifs, ça provoque des problèmes de santé assez rapidement. Tâches abrutissantes, c'est vraiment... j'ai pas connu énormément de gens qui avaient fait l'usine, mais du peu de gens que j'ai connus qui t'expliquent que genre, bah, tu sors de l'usine, tu te sens un peu con, comme abruti par le travail que tu viens de faire, quoi. Et suppression du lien entre ouvrier, ouvrière et le produit qui est construit, c'est vraiment... on passe de... moi je fais des voitures à moi je visse les petits écrous sur le châssis d'une voiture pour que le collègue à côté lui il fasse autre chose, etc., quoi. Ça crée des revendications, ça crée un mouvement ouvrier qui est un peu fort, et leur revendication c'est avant tout la réduction du temps de travail. Mais aussi, et c'est quelque chose qu'on a perdu, c'est la remise en cause des hiérarchies. Et donc là-dessus, il parle d'un exemple d'une usine de porcelaine à Limoges en 1905. Et il y a un contremaître en particulier qui est détesté par tous les ouvriers et ouvrières, et il est connu pour pratiquer un harcèlement sexuel systématique à l'encontre des femmes. Encore une fois, il y a de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que le sexisme, c'est une méthode de coercition pour que les ouvrières fassent leur taf et ferment bien leur gueule dans le cadre du travail capitaliste, quoi. Alors, le mouvement insurrectionnel, donc il y a ce mouvement de protestation qui commence. Le mouvement insurrectionnel qui s'étend dans toute la ville est durement réprimé par l'armée. Parce que ça commence par une usine et donc les ouvriers
discutent entre eux et ça se répand d'une usine à l'autre et ça prend un peu toute la ville, quoi. Donc le mouvement qui s'étend dans toute la ville est durement réprimé par l'armée. Le patronat ne lâche rien, hors de question de remettre en cause sa prérogative hiérarchique. La revendication de pouvoir obtenir le renvoi d'un chef trop dur ou trop détesté est abandonnée. La jeune Confédération Générale du Travail, CGT, était alors anarcho-syndicaliste. Il s'agissait d'emmener par la lutte syndicale la victoire d'une nouvelle organisation où celles et ceux qui travaillent sont celles et ceux qui possèdent et, ce faisant, décident. Avec la conversion de toute une partie de la CGT et d'un parti communisme à l'autoritarisme venu d'Union soviétique, donc t'as tous ces gens qui luttent, qui viennent de la CGT et qui est très lié au parti communiste français, qui d'un coup passe d'un truc anarchiste. Pour faire simple, l'idée de l'anarchie, c'est de dire on veut supprimer tous les liens hiérarchiques. Et donc par là, supprimer les oppressions. J'ai toujours du mal à... Parce que la politique française, mais j'ai toujours du mal à me faire à cette idée-là, mais c'est qu'en vrai, socialisme, communisme et anarchisme, c'est la même chose, mais la différence, c'est qu'est-ce qu'on veut comme mode d'action. Les socialistes, ils disent nous on va réformer, on va faire voter des lois, etc. Et on va arriver au paradis socialiste, une société incroyable où tout le monde est sur un pied d'égalité. Les communistes, ils disent nous on veut la dictature du prolétariat, donc c'est les prolétaires qui prennent le pouvoir et petit à petit on va glisser vers ce même régime incroyable et merveilleux qui est décrit par le socialisme. Et les anarchistes, ils disent nous aussi on veut la révolution, mais par contre votre truc de dictature là, chelou comme délire, quoi, je vois pas à quel moment ça se passe bien, quoi. Donc ouais, anarchisme, si vous n'êtes pas familier avec le terme, c'est pas le sens caricatural qu'on a les trois quarts du temps, quoi. C'est pas genre c'est le bordel, on comprend pas, quoi. Donc ces gens qui étaient anarchistes et communistes, d'un coup ils sont l'autoritarisme c'est ok. Ce qui est pas déconnant pour les communistes dans le sens où effectivement quand on parle de dictature du prolétariat, il y a un truc de ouais, ok, donc dictature fait qu'on va être un peu autoritaire à un moment, quoi. Alors que les anarchistes, pas trop, quoi. Ils sont en mode, non, nous on veut pas ça, quoi. Mais la CGT, comme elle est très fortement liée au Parti communiste, elle suit le mouvement, quoi. Donc la remise en question des hiérarchies est abandonnée au profit des questions économiques. Encore aujourd'hui, rares sont les syndicats qui contestent la hiérarchie en place. Alors que c'est un discours qu'on a en politique, tu vois, il y a un truc de les mandats, les votes révocatoires de mandats. Je crois que c'est la fille qui soutient ça, mais à mon avis ça existait d'ailleurs et d'avant. Ça m'étonnerait pas que les gilets jaunes ils aient réclamé ça, mais il y a un truc de... en fait, on veut qu'à un moment, tel ou tel élu, on puisse voter et dire ça dégage en fait, tu fais de la merde, on n'est pas d'accord avec ça. Et donc ça c'est revendiqué, mais par contre dans le travail il y a vraiment un truc de... Il y a un impensé de la domination au travail, quoi. Et c'est assez ouf. Malgré ça, il y a quand même des victoires qui sont gagnées, quoi. Il y a des victoires qui sont gagnées sur le temps de travail, les salaires, et puis le temps de travail, pas que à la journée, mais aussi des congés payés, ce genre de choses, quoi. Pour autant, l'entreprise est restée, comme le disait Jean Jaurès, fondateur de la SFIO, entre parenthèses parti ouvrier unifié au début du siècle, devenu parti socialiste, allié de la bourgeoisie à la fin, une autocratie patronale. Au moment où le salarié est souverain dans l'ordre politique, il est dans l'ordre économique réduit à une sorte de servage, déplorait-il en 1893. Il y a quand même un problème quand on parle d'autocratie. L'autocratie, c'est vraiment... on parle de dictature, quoi. Donc il parle de comment l'histoire a été un peu réécrite au sujet des victoires des luttes des travailleurs et travailleuses, quoi. Et il y a un truc où donc il dit, contrairement à ce que l'on raconte dans les livres d'histoire, il n'y a pas eu de compromis, pas plus qu'il n'y a eu de 30 glorieuses, durant lesquelles la richesse créée en France et dans un monde aurait été miraculeusement partagée entre le capital et le travail. Tout au long de cette période, la guerre des classes a fait rage, mais la bourgeoisie a perdu du terrain. Plutôt que d'admettre l'existence de la lutte des classes et que le temps de travail a évolué dans le bon sens, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mené des luttes, qui ont fait la grève, le discours dominant, il est vachement plus facile à dire de... En fait, les patrons, dans leur grande magnanimité, se sont dit « Oh, je gagne tellement de sous, vous savez quoi, je vais augmenter les pays, quoi. » Et en fait, non, on sait bien que ça se passe pas comme ça, quoi. C'est pas vraiment la bonté d'âme qui vient des capitalistes en général, quoi. La Seconde Guerre mondiale arrive, les bourgeois collaborent massivement avec le nazisme,
La réalité, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas les nazis qui disent bah non, les bourgeois, vous êtes nazis avec nous. C'est les bourgeois qui se disent oh là putain, ils font chier les communistes là à réclamer des meilleures conditions de travail, etc. Il faudrait quand même éviter à tout prix que la gauche prenne le pouvoir. Allons voir ces charmants partisans là, qui défendent une société où on remet pas en question l'ordre social. Ils collaborent avec le nazisme, pas parce que contraint. C'est-à-dire que le nazisme, et en fait toutes les idées liées à ça, hein, de suprématie blanche, d'autoritarisme et d'oppression des classes ouvrières par une bourgeoisie, c'est des idées qui montent dans toute l'Europe en fait. Et parce que les bourgeois se disent non mais pas chaud le communisme, là ça a l'air chiant votre truc. Venez, nous on fait un truc, le nazisme c'est pas si pire quoi. Et du coup à la fin de la guerre mondiale, quand ça devient un peu compliqué de défendre les actions des nazis, et ils ont pas trop intérêt à trop ouvrir leur gueule quand même quoi, ils sentent qu'ils se sentent un peu merdeux, et donc il y a des victoires sociales à ce moment-là quoi, et à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça le Conseil national de résistance. Ça a quand même permis des trucs de avoir plus de congés payés, avoir une assurance maladie, avoir des trucs qui font qu'on avance vers une meilleure répartition de travail-capital, mais par contre la hiérarchie au travail, ça c'est pas remis en cause quoi. On va pas non plus péter le modèle de l'entreprise parce que voilà quoi. Il y a tout un récit sur en mai 68, la libération de plein de droits, de plein de trucs, c'est un grand moment pour la gauche et tout. Et il parle notamment d'un extrait d'archives où il y a une ouvrière qui dit non mais moi parce qu'une fois que les négociations ont abouti en 68, qui parle d'un truc en disant non mais moi je veux pas retourner au travail quoi. Et elle dit un truc du genre moi je veux pas retourner dans cette tôle, et il y a vraiment un truc de travail prison, les conditions de travail sont horribles, et il y a cette vidéo de cette ouvrière qui est en mode mais je veux pas y retourner quoi. C'est pas possible, genre c'est pas suffisant pour me faire recommencer à bosser quoi. Puis il enchaîne en parlant des années 70 où il dit en France dans les années 70 il y a un truc cool, mais en fait ça dure pas longtemps. Il y a un bref âge d'or entre guillemets de l'autogestion, et notamment il y a un exemple qui est assez connu, c'est les montres LIP. Par contre années 80 c'est le retour du pouvoir au patronat, le libéralisme et néolibéralisme qui se met en place. Il y avait ce mouvement de dire non mais nous on veut le pouvoir quoi, et on veut décider, on veut être ensemble, créer des choses, et décider de comment on le fait et pourquoi on le fait, et on a un peu fait passer la pilule en disant non mais tenez, prenez des avancées sociales, mais bon oubliez, genre juste ça vous en parlez plus jamais par contre. Au XXIe siècle, la financiarisation du travail crée le boom des managers. Il y a un truc de on va tertiariser le travail quoi, les gens vont travailler dans des bureaux, la hiérarchie là-dedans, on va se dire que elle peut un peu disparaître entre guillemets parce qu'il y a peut-être moins besoin les conditions sont un peu moins inhumaines quoi, mais contrairement à ce qu'on peut se dire, en fait la hiérarchie à ce moment-là elle a pas disparu, au contraire elle est renforcée quoi. Et donc ça c'est pour le privé, et là on vient à ce qu'on disait un peu plus tôt au début du live quoi, c'est que au début des années 2000, il y a un truc de le New Public Management qui est venez en fait le public là, c'est pas une bonne idée de pas générer de profit, ce truc là de service public c'est pas cool. Venez, on se dit on gère ça comme une entreprise privée, au lieu d'avoir des gens qui travaillent dans un service public et qui cherchent à faire leur travail et qui se posent des questions de comment on le fait efficacement et tout ça. On introduit plus de hiérarchie. On introduit des gens pour dire y a les gens du haut qui décident, les gens du bas qui appliquent, et des gens au milieu qui s'assurent que ça bouge pas trop quoi. Quand on regarde les organigrammes, en fait c'est pas juste l'organisation du travail, il y a une hiérarchie sociale quoi. L'organigramme de l'entreprise c'est vraiment plus une question d'organisation quoi. C'est une question de hiérarchie sociale quoi.
Et du coup, avec ça, il y a des logiques qui s'introduisent, les logiques de contrôle du temps, de reporting et de tracking. Donc c'est genre, on passe beaucoup de temps à tenir informé un chef de là où ça avance pour que lui tienne informé son chef et qu'il y ait vraiment ce truc de on se partage de l'information sans vraiment savoir pourquoi parce que ça apporte pas grand chose, au lieu de vraiment bosser et d'avancer là-dessus, quoi. Dans le cadre de boulots moins privilégiés, on parle carrément de tracking, où la question c'est, alors t'as pas le problème de devoir justifier ton travail, etc., mais t'as la connaissance que quelqu'un surveille à tout instant que tu bosses. Que ce soit, je sais pas moi, souvent je crois que les routiers ils ont ça, c'est un truc de... ou les trucs de livraison. C'est genre, on te vend ça comme, tenez, c'est utile pour les clients, on vous donne la géolocalisation, comme ça vous savez quand votre colis arrive. La personne qui est dans son camion là en train de livrer des colis, elle sait que c'est noté quelque part où elle est, à quelle heure, etc. Et que s'il y a le moindre truc, elle devra s'en justifier, quoi. Ce qui mène à ça, c'est que si on fait du reporting et du tracking, on peut vérifier que les gens travaillent, on peut leur foutre la pression, et donc ça instaure un système où tout est mesuré et objectivé. Tout est... on donne des objectifs en disant pour tel mois tu dois faire ci, faire ça, on doit pouvoir vérifier que t'es rapide, efficace sur ce que tu fais, etc. Ce qui donne naissance à des comportements tellement cons, quoi. Il y a vraiment des trucs, ces trucs où on mesure des choses pour les mesurer et on se met à perdre le but de ce qu'on voulait faire juste au profit de vérifier des nombres et de dire les nombres ils disent bien que ça monte comme il faut, donc c'est la croissance, donc c'est bien, quoi. Et c'est une grande critique, parce que c'est une grande critique d'utilisation du PIB de plus en plus, quoi, de dire mais en fait vous nous faites chier à savoir le PIB, parce qu'en fait on se pose la question de savoir quelle est la valeur de ce qu'on crée, mais c'est con comme question. Enfin, c'est-à-dire que je me souviens d'une interview, ça m'a toujours fait marrer. C'est une interview du vieux là, de Mélenchon. Et donc il lui dit mais en fait on pourrait créer un travail dont quelqu'un, son boulot c'est de vous mettre des baffes. Ça produit rien mais ça va rajouter au PIB, c'est un salaire qu'on paye, quoi. Alors l'exemple est caricatural évidemment, mais en fait tu te retrouves avec à valoriser des choses qui sont nulles à chier juste parce que en fait t'as oublié de réfléchir avec un vrai objectif. Et tu t'es dit, on va suivre des nombres, quoi, parce que ça permet de rendre les choses objectives et de dépolitiser le sujet, quoi. Et du coup, il en revient là-dessus. J'ai pas compris, ça commençait foutu dans le bouquin, mais parce qu'en gros, dans le bouquin, il parle de son truc. Il y a un fil de narration, entre guillemets, quoi. Et de temps en temps, il y a des encadrés un peu chelous comme ça, là. Comme ça. Et dedans, il parle d'un sujet. Et c'est intéressant, tu vois, mais ça a l'air juste posé là. Moi, j'ai l'impression que c'est genre... À un moment, il s'est dit, ouais, ça, faut que j'en parle, c'est intéressant. Et il a pas su... Enfin, la sensation que j'ai, c'est genre, il a pas su le relier. Et du coup, il y a juste un encadré en mode, allez, tu sais quoi, on va parler de ça, c'est important. Et du coup, il parle d'un truc, c'est l'invention de la valeur travail. Et ouais, c'est un sujet, ça. Enfin... Je veux dire, la valeur travail, quoi. Putain, qu'est-ce qu'on nous fait chier avec cette connerie. Et c'est, encore une fois, si on prend l'exemple de ce que je disais avant, là, avec Mélenchon et son truc de on va payer quelqu'un à vous foutre des baffes, ouais, c'est quelqu'un qui travaille si on lui donne ce travail-là, mais c'est quoi la valeur ? Ça n'a pas de sens, la valeur travail, quoi. Et il y a vraiment un truc de... et donc, il en parle notamment d'un point de vue historique aussi, c'est que, en fait, la grande différence... et on en reparlera plus tard dans le bouquin, mais la grande différence entre la bourgeoisie et l'aristocratie pendant la Révolution, mais c'est-à-dire que l'aristocratie, ils arrivaient, ils disaient en fait moi j'ai un droit de naissance, donc se quitte, quoi, c'est moi le boss et vous bossez, c'est tout, quoi. Et les bourgeois ils sont en mode non mais nous on travaille fort, c'est important le travail, ça crée de la cohésion sociale, c'est génial et tout. Et du coup, la valeur travail, ça vient de là, quoi. L'approche bourgeoise du truc, c'est de dire non, mais le travail, c'est une valeur morale, quoi. C'est un truc, c'est trop important, quoi. Ce qui fait que c'est hallucinant, tu vois, quand on a
des Roussel, des Ruffin, des gens qui sont censés être à gauche, qui te parlent de ça, tu te dis mais attends, c'est des cons ou quoi là, c'est quoi votre problème? Mais c'est aussi parce que y a quand même une histoire derrière de à l'époque du mouvement ouvrier, il y a quand même aussi un truc de dire on est fier de notre condition d'ouvrier et malgré le fait qu'on soit exploité, on a de la dignité dans le travail, on a un truc. Et donc historiquement, ça fait un peu sens, tu vois. C'est genre on se donne de la fierté, on se donne de la valeur parce que nous on est les travailleurs versus les parasites qui sont les gens qui vivent de notre travail, donc les actionnaires, les patrons, etc. C'est-à-dire que ça va un sens dans un discours, quoi. Ça va un truc dans le discours de dire on est exploité, mais nous notre fierté c'est quand même qu'on travaille, c'est quand même qu'on est des gens qui produisent quelque chose, qui sont utiles à la société, contrairement à ces fameux assistés qui sont les patrons, etc. Ça va un sens de redonner de la valeur à la classe ouvrière, de redonner de la confiance en soi, de se remettre au centre du truc et de dire c'est nous qui faisons les choses. Mais parler de valeur travail en disant la valeur travail, c'est important le travail pour dire c'est important le travail, c'est juste un truc c'est un truc de bourgeois qui apporte rien, quoi. On parle de ça, ou grosso modo, je pense que j'ai un peu dépassé le cadre de ce qu'il dit, mais grosso modo, lui son point de vue là-dessus, c'est de dire en fait la valeur travail ça n'a pas de sens et c'est un truc bourgeois donc comme j'ai dit, de valoriser le travail parce que contrairement à l'aristocratie, nous c'est le travail, l'aristocratie c'était le droit de naissance. Ce qui en réalité c'est pas tout à fait vrai. Mais en fait la fortune des gens riches maintenant elle est héritée et elle n'est pas gagnée, donc en fait non, quoi, ça marche pas comme ça. Mais ce discours là il permet d'avoir une légitimité et de dire non mais nous on travaille fort, c'est pour ça qu'on est les chefs, et aussi d'endoctriner d'une manière les travailleurs travailleuses et de leur dire en fait travaillez en fait, vous avez qu'à travailler comme tout le monde, quoi. Depuis le début des années 2000, un management de l'emprise. Et donc il parle de en fait on est passé d'un truc où la contrainte elle était physique à certains niveaux. Quand on parle par exemple, on regarde le cas du contremaître là, dont on parlait à Limoges, Calais, harceler sexuellement les ouvrières. Donc on passe d'un truc très physique à quelque chose qui est d'un ordre un peu différent en fait, où en fait la domination elle se fait culturellement et mentalement, j'ai envie de dire. Il parle du cas de Orange, France Télécom Orange. Il dit en 2022, il y a la reconnaissance du harcèlement moral institutionnel par la justice dans l'affaire France Télécom Orange. Donc c'est encore un truc public qu'on dit venez, on dit que c'est du privé parce que le marché c'est trop cool, etc. Et quand ça devient privé, il y a un système de management qui est mis en place pour que les gens démissionnent pour... en gros c'est du Elon Musk avant Elon Musk, c'est-à-dire que ils se sentaient peut-être pas de virer en masse, donc ils ont poussé les gens à la démission. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont poussé les gens au suicide en réalité, quoi. Ce ne sont pas les légères peines auxquelles ont été condamnés Didier Lombard, ex-PDG France Télécom et ses comparses, qui ont depuis découragé le patronat français d'employer de telles méthodes. De la prison avec sursis et quelques milliers d'euros d'amende pour un processus violent et long, les faits ayant mis 10 ans à être reconnus et jugés. Tout cela n'a pas de quoi effrayer le capitalisme français. Fort de cette impunité, les patrons bourgeois développent des politiques managériales d'emprise psychologique partout dans le pays. Le rôle de la hiérarchie a évolué. Elle ne doit pas simplement s'assurer que les salariés fassent leur travail le plus rapidement possible, mais elle doit faire en sorte qu'ils le fassent avec le sourire. Il s'agit désormais de veiller à l'engagement des collaboratrices. Dans la nouvelle appellation, on l'a dit, vise à invisibiliser le lien de subordination et veiller à ce que chacune se considère comme partie prenante de la grande aventure qu'est l'entreprise pour laquelle elle travaille. Les dirigeants gomment l'objectif financier et les griments valeurs autres que marchandes que l'entreprise doit poursuivre, avec le concours et l'engagement passionné et enthousiaste de ses collaboratrices. Faire son travail ne suffit plus, il faut le faire avec motivation, plaisir manifeste et dévouement. Le savoir-faire n'est plus la seule chose qui est évaluée, bien au contraire, il est devenu secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est le savoir-être.
Dans cette logique, les chefs deviennent des coachs ainsi que des censeurs. Le mauvais esprit n'a plus sa place dans les entreprises à mission, du nom du nouveau dispositif voté en 2019 par la majorité macroniste, et qui permet à des entreprises de se donner un objectif social différent de la simple quête de rentabilité, sans pour autant s'engager à quoi que ce soit. Et donc il y a vraiment ce truc-là, c'est un truc qui est tellement vrai pour moi, parce que pour avoir bossé dans le domaine de la technologie, avec des gens qui sont 4 sup et qui sont tous convaincus d'être des génies, des grands entrepreneurs et des machins chauds, enfin ce discours-là, il était là tout le temps, quoi, de dire ouais non mais venez, on travaille tous ensemble, on a vraiment des objectifs parce que nous ce qu'on fait, regardez, on est une société Bicorp. Bicorp, c'est les... Il y avait un truc, il y a un label pour les entreprises pour dire ouais c'est les entreprises qui œuvrent au bien de la société, quoi. Et donc dans un premier temps t'as eu des trucs où tu disais ouais vas-y j'y crois vaguement, il y avait des trucs genre Blablacar, Back Market, c'est des entreprises où ils disaient bah non mais regardez nous on fait ça pour que les gens ils fassent du covoit plutôt que prendre la bagnole. Back Market ils sont là pour dire non mais on veut pas que les gens ils achètent de l'électronique neuve parce que c'est polluant et bon ils n'allaient pas dénoncer le colonialisme non plus, hein, faut pas y abuser, mais et au début tu te dis ouais de loin ouais, vas-y j'y crois, c'est bien, c'est des gens qui ont des idées brillantes et que tu vois dans je ne sais quel JT pour dire ah bah oui oh là là nous on travaille pour ça. Par contre tu passes le pas de la porte et ce que t'entends c'est genre ah nos résultats sont ci ou ça, oh là là on a gagné tant ou quoi, et en fait c'est des gens qui bah non en fait ils ont pas de mission, il faut faire de la thune et avoir une bonne image c'est cool, mais c'est aussi un moyen de faire plus de thunes. Il y a un discours insidieux quoi de ouais non mais t'inquiète nous on n'est pas comme les autres, on est une famille, on est ci on est ça, et c'est ouf parce que c'est tellement actuel quoi. Moi c'est ça qui me sidère, c'est qu'il y a un truc qui dépasse même l'ordre de on veut que tu travailles bien, c'est on veut que tu travailles avec le sourire quoi. C'est moi je préfère avoir un employé qui a pas de revendications mais qui est mauvais plutôt qu'un employé qui fait bien son taf et qui a des revendications. Faut que tu ailles chercher quand on te lance le bâton, mais aussi faut que tu tendes la patte quand on te demande quoi. Et du coup il y a tout un truc de il y a un nouveau langage, donc ça permet d'invisibiliser des choses quoi. On invisibilise le lien d'insubordination. C'est plus des employés, c'est des collaborateurs. On est au même rang, hein, vous inquiétez pas, vous et moi on travaille pour la même chose. Les managers qui étaient avant des chefs, c'est plus des chefs ni des managers, c'est des coachs. Mais on retombe là-dedans quoi, il y a vraiment un truc de vas-y, tu casses pas les couilles, c'est vachement mieux si tu bosses mal mais que tu casses pas les couilles que si tu bosses bien mais que tu veux pas donner la patte quoi. Même d'un point de vue purement logique, je veux dire, je sais pas, je me dis même moi je suis un grand capitaliste, je veux générer des sous, viens on génère des sous, mais il y a vraiment un truc de faut quand même qu'on conserve l'ordre social, faut éviter qu'il y ait des changements, et je pense que si on en parle avec quelqu'un qui est un grand patron, etc., il va penser qu'il faut conserver ça, mais est-ce qu'il a conscientisé que la chaîne de hiérarchie complètement éclatée au sol qu'ils ont créée dans leurs entreprises, c'est fait pour ça? Moi je sais pas si je suis certain en fait. Parce que je pense que c'est ça le pire, je pense que c'est pas des gens très intelligents ou très compétents quoi, c'est juste que... Je sais pas si ça mériterait plus de respect si c'était vraiment des grands masterminds qui cherchaient à nous mettre des bâtons dans les roues dans une guerre des classes, mais ouais, il y a un truc de... Mais en plus, ils sont nuls, quoi. Et moi, je trouve ça ouf, quoi. On peut lire Gramsci à la place. Bah écoute, c'est un truc que je voulais lire, et donc j'ai acheté ce petit bouquin, L'hégémonie culturelle, Antonio Gramsci. Tu vois, c'est un petit bouquin, je sais pas, il y a quoi, il y a 150 pages. J'ai commencé à le lire, et j'ai rien compris. et ça m'a convaincu de l'importance de faire ça, d'essayer de vulgariser des trucs et d'y aller petit à petit, parce que
parce que c'est super intéressant Gramsci, mais j'ai rien compris. Par contre, j'avais vu une vidéo de... Comment elle s'appelle cette chaîne là que tu m'as recommandé, Lirel, le mec qui fait des vidéos super pointues, et donc qui parle de Gramsci, qui parle des superstructures, de praxis et de théorie, Politicon, exactement, c'est ça. Et j'avais vu une vidéo là-dessus et tu te dis ouais putain ça a l'air super intéressant. Enfin moi en tout cas de ce qu'il en raconte, tu te dis bah ouais GG Antonio Gramsci c'est ouais, enfin moi en tout cas ça me parlait pas mal quoi. Je sais plus comment j'ai dérivé là-dessus, mais donc du coup il finit un peu son analyse historique en disant ok donc là on a vu l'évolution des modes de production du travail, de l'organisation sociale, un petit peu dans des grandes lignes, hein, parce que encore une fois, c'est européocentré, mais c'est normal, hein, son bouquin, c'est pas un truc d'historien, et son chapitre, c'est un truc d'introduction, donc évidemment, on lui demande pas de savoir tout sur tout, quoi. Et donc, en fait, le mode de production dicte un mode de hiérarchie. Et dans ce passage, lui, ce qu'il dit, c'est que genre, si tu produis les choses de telle manière, alors la hiérarchie va se structurer comme ça. Il le dit pas d'un point de vue, c'est obligatoire, ça se passe comme ça, mais en tout cas, dans ce qu'il observe, c'est genre, en fait, la hiérarchie, c'est quand tu es au féodalisme, t'as le chef qui est le seigneur. Mais c'est le chef quoi, et t'as le chef qui vient faire chier les travailleurs. Quand t'arrives au colonialisme et avec de l'esclavagisme, les chefs c'est des gardes armés, c'est-à-dire que de toute façon on ne considère pas les gens comme des vrais gens, on les considère comme des marchandises et des machines de production, donc y en a une qui déconne, on la pète quoi. Quand on arrive à un truc industriel, là on passe à autre chose, on passe à des contremaîtres. On va te faire rentrer dans le rang par la violence, mais bon, avec quelques limites quoi. Mais encore une fois, on voit le lien de colonialisme à industrie, c'est-à-dire qu'on voit que on s'est dit c'est cool, mais on va doser un peu parce que maltraiter les gens racisés, ça va quoi. Puis si on veut les tuer, c'est pas très grave, mais bon, si on commence à faire ça aux blancs, à quoi bon quoi. Du coup, il y a vraiment dit maintenant dans l'époque contemporaine, le mode de production il est toujours capitaliste, mais il y a un truc de maintenant on a eu des avancées sociales, on a eu des trucs comme ça, et c'est pas ok de faire de la coercition directe sur les employés, ou en tout cas c'est pas ok que ça se voit trop quoi. Et donc ce qu'il dit c'est que on est passé de contremaître à se dire maintenant c'est des managers quoi. C'est des gens qui font la même chose mais qui le font pas par de la violence physique mais de la violence psychologique parce que c'est un peu plus ok. On va imposer des chefs différemment quoi. Et le but c'est pas que la domination ait disparu, parce que la domination elle était apparente dans l'industrie quand t'avais un contremaître. Mais maintenant le truc c'est que on s'est dit que la violence dans la société, dans les pays civilisés, nous on peut pas faire ça quand même, on a des grands principes. Donc pour que ça passe, on essaye de faire oublier la domination quoi. On essaye de mettre ça sous le tapis, et ça tombe bien parce que maintenant il n'y a plus grand monde qui réclame ça quoi. Il n'y a plus grand monde, la CGT ils ont arrêté d'être réellement anarcho-syndicalistes, ils ont plus pour ambition de prendre le contrôle des usines, et donc nous on abandonne ce truc de réclamer des pouvoirs, un contre-pouvoir hiérarchique vraiment. Ce qu'on veut c'est plus de sous et moins de temps au travail. Ce qui est bien aussi, hein, mais en fait de fait si on prend le pouvoir sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, on a déjà tout ça en fait. Une fois qu'on est capable de faire les décisions, on est capable de faire les décisions, de se dire est-ce que vous avez vraiment envie de bosser 5 jours par semaine au lieu de 4 ou 3 ? Est-ce que vraiment vous avez envie que ça occupe la majorité de votre journée éveillée ? Il y a toujours ce discours-là dans le marxisme de dire oui, il faut saisir les moyens de production. Mais il y a peu de gens, en tout cas dans l'entreprise, qui ont
enfin, qui ont vraiment cette lutte au sein d'une entreprise, quoi, qui ont vraiment un truc de on va le faire, on va faire un plan pour y arriver. Comme les partis politiques, c'est pas eux qui mènent la lutte à l'intérieur des organisations de travail, bah, vu qu'il n'y a pas de syndicat qui pousse ça, bah, ça bouge pas, il y a personne qui prend le sujet, et tant pis, quoi. Et donc son encadré, c'est le travail ne paye pas, mais c'est le but. Déjà, il y a un enjeu, je veux dire, le capitalisme, ça s'appelle le capitalisme, parce que justement, le pouvoir, il n'est pas aux gens qui font le travail, il est aux gens qui possèdent le capital. Donc c'est évidemment que travailler, ça paye pas et ça permet pas d'avoir un pouvoir. Sauf dans quelques rares cas. En 2013, la pop star Britney Spears coécrit Work Beach après plus d'une décennie de succès. Dans cette chanson dont le rythme est saccadé, mécanique comme celui d'un entraînement de crossfit, la chanteuse pop livre à ses fans, selon le magazine Rolling Stone, la preuve de toutes les belles choses qu'une forte éthique du travail peut apporter. À écouter le premier couplet, on ne peut qu'aller dans le même sens, si tant est qu'il s'agisse vraiment de belles choses, entre guillemets. You want a hot body, you want a Bugatti, donc tu veux un corps sexy, tu veux une Bugatti. You want a Maserati, you better work bitch. Tu veux une Maserati, tu ferais mieux de bosser, meuf. Mais donc, enfin, moi je trouve c'est drôle, mais c'est drôle et c'est pertinent, quoi, d'aborder ça par la culture d'une chanteuse pop, quoi. Il y a vraiment un truc de... En fait, c'est partout, quoi. Il y a un truc, il y a un discours qui est partout, quoi. Qui est de dire non, mais faut pas remettre en cause le système social. Ce qu'il faut, c'est travailler, quoi. Et donc voilà, ça c'est la première partie. Mais du coup, pour revenir à ce bouquin, moi vraiment je vous le conseille parce que bon, alors après vous n'êtes pas obligé non plus, mais parce que je vous le résume, mais encore une fois, la perception du bouquin, c'est toujours subjectif et peut-être moi ce que j'en ai tiré, c'est pas ce que vous en tirerez, mais ce qui est vraiment cool avec ce bouquin, moi, c'est que c'est écrit de manière lisible et claire et simple, quoi. Ça s'adresse pas à un public qui a besoin d'avoir à tout prix passer ses dames de gauchiste et connaître tous les termes un peu compliqués pour faire le malin en société, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine fois et on pourra discuter de la deuxième partie et plus tard à nouveau de la troisième, etc. du bouquin de Pramon. À bientôt.